Donc merci beaucoup d'être venu à cette conférence. On va parler évidemment de l'entreprise à visée régénératrice. En français, on utilise plus régénératrice que régénérative, qui est un peu plus anglais. Et la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce que c'est un coup de com' ou un coup de génie? Ce concept a été utilisé de plus en plus souvent, et notamment par la CEC. Aujourd'hui, tous les trois, on représente l'agence Mieux, qui est donc une agence conseil et créative qui accompagne les marques, les entreprises dans leur stratégie de développement durable et notamment dans l'accélération. Le métier historique, c'est la communication, comme interne, comme externe, comme produit. On travaille de plus en plus sur des sujets d'innovation parce que parfois, il faut designer des solutions, des offres pour aller un peu plus vite. Je suis accompagné de Julie Brion à ma droite, qui est directrice associée, qui est à l'agence depuis 10 ans et qui partage mon bureau depuis 10 ans, qui est associé depuis 5 ans. Et je suis accompagné également de Simon Marek, qui est directeur de clientèle et qui a aussi plein de cultures et de diplômes intéressants. Vous allez peut-être en percevoir une petite partie. Voilà, donc on est très content de vous partager cette réflexion. Il faut savoir que l'agence Mieux fait aussi partie de la CEC, des nouveaux imaginaires. Donc le sujet de l'entreprise régénérative, on se le pose actuellement. C'est avec Ludovic qu'on fait le binôme pour la CEC. Donc l'entreprise à visée régénérative ou régénératrice, c'est un sujet qu'on essaie de traiter actuellement. Donc pour commencer, on va faire un débat avec deux parties, avec une des deux personnes qui sont à côté de moi qui va vous présenter plutôt pour l'entreprise régénérative. Mais on va commencer par Simon sur contre l'entreprise régénérative. Non. Et il y avait ce slide qui a été sauté. Et en fait, ce principe de discussion, c'est vraiment pour creuser, essayer de comprendre jusqu'au bout quels sont les arguments de chacune des parties. Et suite à ce débat et cette confrontation d'idées, ça sera à vous de vous exprimer. Je me suis permis d'inviter en plus quelques personnes qui connaissent bien le sujet. Alors, je vois Agnès, mais je vois aussi Clément qui a travaillé sur pas mal de sujets d'indicateurs. Voilà, il y a des gens qui connaissent très très bien la RSE dans cette salle. Il y a plein de gens que je ne connais pas aussi, donc vous n'hésiterez pas à collaborer à cette réflexion. L'idée, c'est qu'en sortant, moi j'essaierai de faire une petite conclusion, mais qu'on sorte avec des idées assez précises sur est-ce que ma position reste complètement confirmée par rapport au vote qu'on vous a proposé au début. On va commencer le débat, et c'est Simon qui commence. Tout à fait. Merci Thomas. Je suis très content de commencer. Donc pour moi, l'entreprise régénérative, c'est le nouvel élément de langage du greenwashing. Donc en fait, c'est la nouvelle idée à la mode pour cette novlangue du greenwashing. Donc je l'appelle comme ça. On a eu l'entreprise durable, l'entreprise impact, l'entreprise contributive. On a aussi parlé de sobriété, mais c'est pas resté. Donc pour moi, en fait, l'entreprise régénérative, et je préfère le dire tout de suite, c'est ni sérieux ni réaliste. Donc c'est censé être un nouveau paradigme qui doit transformer l'économie et la rendre plus vertueuse, mais en fait, c'est jamais défini. Et d'ailleurs, c'est un peu le mot propre des notions et des mots valises du greenwashing. C'est flou et ça veut tout et rien dire. Donc pour des entreprises qui, en général, disent être les porte-paroles du pragmatisme et du réalisme, je trouve que là, pour le coup, c'est vide et c'est déconnecté. Au contraire, l'entreprise à visée régénérative est une véritable révolution, surtout dans ce contexte où le système économique repose sur un modèle extractiviste et donc destructeur. On n'est pas sans rappeler qu'on a atteint 6 limites planétaires et qu'on est sur le point de franchir la 7e limite avec l'acidification des océans. Et donc, il était urgent de réinventer un modèle économique qui projette vers un autre futur, non seulement pour arrêter de détruire l'environnement, mais aussi pour participer à sa régénération. Donc l'entreprise à visée régénérative propose cette radicalité dont le monde a absolument besoin, parce qu'en fait, elle propose de repenser l'entreprise comme un organisme vivant qui est capable de prélever des ressources, de les transformer, de les rejeter, d'être en interaction avec ces écosystèmes. Et donc, comme le vivant, elle va être elle aussi capable de les régénérer.
Très bien, mais je me permets de te demander où sont les preuves ? Puisque compte tenu de la gravité en fait, de la situation, aujourd'hui, seuls les résultats et les preuves comptent. Donc une entreprise, d'ailleurs, elle doit être capable de fournir ses preuves, elle doit pouvoir mesurer ses résultats. Tout doit être mesurable et quantifiable. Et j'insiste là-dessus parce que c'est la seule condition pour que ce soit crédible, en fait. Si on ne peut pas mesurer ou rendre compte des résultats, comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'une entreprise fait ce qu'elle dit ? Donc, il faut des preuves, il faut des éléments concrets. Sinon, on va toujours demeurer au niveau, en fait, de la communication et de l'intention. Et l'entreprise régénérative ne néglige pas les preuves et la data. La data, elle est bien sûr essentielle, mais ce qu'on dit seulement, c'est qu'elle n'est pas suffisante. En fait, les datas sont froides, elles ne transmettent pas de vision, elles ne transmettent pas de projet collectif. Et c'est bien ce qui manque aujourd'hui à l'entreprise durable ou à la stratégie RSE qu'on applique rigoureusement. Donc c'est comme si nous, on se présentait avec une accumulation de chiffres, mon poids, ma taille, mon salaire, le nombre de kilomètres que je parcours en course, etc. En fait, tous ces chiffres, ils disent pas grand-chose sur moi, sur qui je suis, sur mon projet de vie et encore moins sur mon utilité sociale. Donc ça manque évidemment de sens, de direction et surtout de participer à quelque chose qui est plus grand que soi-même. Donc, en fait, là, tu dis que tu défends une vision, mais moi, en fait, j'ai l'impression que tu défends pas une vision, mais que tu défends une religion. Donc, on a un peu le sentiment que l'entreprise régénérative, c'est justement un nouveau mot d'ordre pour cette religion de la croissance verte qui existe depuis un moment déjà. Parce que quand on y pense, et si on revient à la définition, la régénération, ce n'est pas une simple réparation, c'est une restauration des propriétés initiales d'un organisme. En fait, c'est une renaissance, c'est un renouvellement. Et à la base, d'ailleurs, c'est une idée qui est en partie religieuse. Et ce n'est pas pour rien qu'on en parle beaucoup, d'ailleurs, dans certaines religions, dans l'hindouisme ou dans le christianisme. Et en fait, aujourd'hui, je trouve, on a le sentiment que les entreprises, elles veulent accéder justement à cette rédemption, comme à un baptême, en fait, à une forme de résurrection, un peu pour purifier leur âme de tous les péchés qu'elles ont pu commettre. Et donc les entreprises, elles vont endosser ce rôle messianique et pour ce faire donc une position rédemptrice. Et donc je reviens à cette idée de religion et je vais essayer un peu de filer la métaphore. Et comme l'image le montre, en fait, aujourd'hui, les tours de la Défense ont remplacé les grandes cathédrales d'antan. Et le dogme de cette religion, c'est la croissance verte, c'est une consommation qui serait plus durable. Les rites de cette religion, ce seraient les publications, tous les documents RSE ou la participation aux grands événements durables. ProDurable en est un bon exemple. Et les nouveaux prophètes de cette religion, donc, c'est les entrepreneurs verts et c'est certains PDG qui vont s'improviser du jour au lendemain, chantres de l'écologie, presque révolutionnaires. Et donc recourir, tout ça pour dire que recourir à la régénération pour une entreprise, en fait, ça n'a aucun sens, c'est pas approprié. Une entreprise n'est pas capable de régénérer. Et quand elle le fait, elle s'attribue un pouvoir qu'elle n'a pas. Plutôt qu'une religion, c'est un projet profond doté d'un optimisme indispensable. Donc, en effet, le fatalisme, le catastrophisme et le scepticisme n'ont jamais prouvé qu'ils menaient quelque part. Et l'entreprise à visée régénérative, c'est donc un nouveau récit. Un nouveau récit déjà positif et fédérateur, inspirant. En fait, on a tous besoin dans nos vies d'être... on est tous plus animés par mener un projet évidemment positif plutôt que négatif, donc déjà. Et surtout, un nouveau récit qui est capable de remettre le vivant au centre de tout, vivant auquel nous faisons partie. Et ça, on l'a aussi souvent oublié, que l'humain faisait partie du vivant. Et on a aussi trop souvent utilisé les ressources sans nous en soucier et sans mesurer l'impact réel. Aujourd'hui, toutes les entreprises ont compris qu'elles étaient absolument dépendantes des ressources naturelles et que donc, pour pouvoir les utiliser, elles doivent aussi participer à leur régénération. Très bien, mais j'insiste, pour moi, seule la nature est régénérative. En fait, il n'y a que la nature qui a cette capacité-là. Donc les sols, les corps des êtres vivants, les cellules, les ressources naturelles, tout ça peut régénérer. Par contre, les services, les produits de consommation, les matériaux transformés,
ça ne régénère jamais rien, en fait, et ça détruit, ça enlève, tout simplement. Et je pense que, finalement, en parlant d'entreprise régénérative, on se situe dans l'anthropocène, voire le capitalocène, puisqu'on parle ici d'entreprise et de capitalisme, et c'est l'anthropocène qui est poussé au maximum, en fait. Pourquoi est-ce que l'humain s'attribuerait le pouvoir de régénérer alors que la nature est capable de le faire toute seule? En fait, l'humain n'a pas vraiment sa place dans la régénération. La régénération ne concerne que la nature. Alors quand tu dis ça, Simon, tu continues de penser que l'humain ne fait pas partie de cette nature et ne fait pas partie du vivant. Donc évidemment, le vivant et donc l'homme sont capables de se régénérer et de régénérer cet environnement. Et je vais citer 2 exemples à 2 échelles différentes. D'abord à l'échelle d'un homme, Ernst Götsch, qui est un scientifique suisse qui est aussi agriculteur, et qui décide de partir au Brésil dans les années 80 avec comme projet fou de transformer 500 hectares de terres ravagées par des années de déforestation. Et son pari est de les transformer en une jungle nourricière. Donc pendant 30 ans, il travaille le sol, il reboise, il développe sa méthode avec les principes de l'agroforesterie, mais aussi de l'agriculture syntropique, qui est une méthode, sa méthode qu'il développe autour de 15 points que je ne vais pas détailler ici. Et après 20 ans, il voit le sol de nouveau fertile, les sources d'eau coulent à nouveau, et en plus, il y produit l'un des cacaos les plus réputés au monde. Donc ça, c'est à l'échelle d'un homme. Et puis plus loin et plus grand, à l'échelle d'une communauté, on peut citer l'exemple que vous connaîtrez certainement, qui est Los Anguel, cette ville-village de 7000 habitants au Nord-Pas-de-Calais, qui est d'ailleurs la ville pionnière du développement durable en France. Lorsque le dernier puits de mine ferme dans les années 80 à Los Anguel, le bilan est lourd. Le bilan écologique, économique, le sol de la commune s'est affaissé de 15 mètres. Les cours d'eau se sont inversés avant même de se tarir et le taux de chômage approche les 20%. Bref, la situation est catastrophique et donc le maire de l'époque, Marcel Caron, suivi de son fils Jean-François, se saisissent de cette opportunité pour réinventer complètement la ville. D'ailleurs, en 2014, l'ADEME reconnaît le projet de Los Anguel comme le démonstrateur national de la conduite du changement de la ville durable. Donc tout est repensé, tout est reconstruit. Los Anguel s'est engagé avec tous ses habitants à reconstruire cette ville nouvelle par cette approche systémique qui mêle en permanence le pilier économique, le pilier social et bien sûr le pilier environnemental. Donc, si un groupe de citoyens et même une personne comme Ernst Götsch est capable de régénérer et d'accomplir de tels ouvrages, on peut imaginer ce qu'une entreprise est capable de faire avec ses moyens. Oui, mais justement, en fait, on parle d'initiatives individuelles, d'initiatives collectives, on ne parle pas d'entreprise jusqu'ici. Parce que quand on parle d'entreprise régénérative, à mon sens, un degré déconcertant, hallucinant de greenwashing est atteint. Parce que derrière, justement, cette idée d'entreprise régénérative, il y a la volonté en fait, de minorer la gravité des destructions en cours et surtout de poursuivre en fait, la marche ordinaire du monde des affaires et sans jamais s'interroger ou mettre un terme au ravage du vivant. Et pire que ça, il y a une volonté de déresponsabiliser et de relégitimer, peut-être, je me permets de le dire, de déculpabiliser les acteurs qui sont responsables de cette destruction. Donc en fait, on est dans une écologie de salon qui produit des discours vides et qui cherche à faire diversion. Donc c'est un discours qui est faussement positif et qui existe seulement pour faire taire les critiques et les analyses les plus radicales dont justement nous avons besoin aujourd'hui. Donc en fait, on assiste à une surenchère d'absurdité. Donc on a, et je peux donner quelques exemples, on a des avionneurs qui vont parler de design régénératif, on a des géants du luxe qui vont parler de régénérer les sols, et on a évidemment toutes ces entreprises qui disent aujourd'hui régénérer les forêts parce qu'elles plantent des arbres. Donc finalement, il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui cherchent à faire diversion tout en se rachetant une conscience, et comme d'habitude, pour ce faire, elles vont avoir recours à tout un système de compensation et de communication, mais qui va être purement symbolique. Il y a malheureusement
certains acteurs qui abusent de la notion, et évidemment c'est là que ça devient du greenwashing, hein, quand on parle d'entreprises à visée régénérative, on entend bien que la pente est glissante, mais il y a aussi d'autres acteurs qui d'ailleurs, sans le dire, sans faire la promotion, prouvent que la visée régénérative est utile, concrète et réelle. Et on peut citer le cas de Pocheco, cette entreprise du Nord-Pas-de-Calais que vous connaîtrez peut-être, qui fabrique plus de 2 milliards d'enveloppes par an depuis les années 30. Emmanuel Druon, quand il intègre Pocheco en 97, il constate, et c'est ces mots, une situation d'effondrement de toutes parts. Impact écologique, social, détournement de fonds, harcèlement sexuel. Il décide avec ses 125 collègues de changer tout ça. Alors comment il s'y prend et par quoi il commence ? Il commence par le produit, l'enveloppe, et donc par le papier et par la forêt. Et il s'approvisionne de papier via les plus hauts standards en matière de développement durable et de forêts durablement gérées en Finlande, avec une replantation systématique de 4 arbres à chaque fois qu'ils en coupent un. Au bout de 20 ans, c'est 2 millions d'arbres qui ont été replantés dans cette forêt en Finlande. Et peu à peu, il transforme ainsi, il remplace les encres, les cols à solvant par des alternatives végétales. Donc peu à peu, c'est tout leur process qu'ils transforment pour que l'enveloppe ne soit plus jamais polluante. Après le produit, c'est le site industriel qui le repense et qui éco-rénove complètement. Donc en effet, en autosuffisance en eau et en énergie, ils récupèrent l'eau de pluie, ils rafraîchissent de manière adiabatique, qui est une alternative à la climatisation, et ils développent tout un site de permaculture et d'agroforesterie autour de l'usine. Pour arriver à ce résultat et à un tel niveau de radicalité, l'entreprise a dû se diversifier. Elle fabrique plus seulement des enveloppes, elle est aussi cabinet de conseil, d'études et de formation. Et enfin, Emmanuel Druon n'est pas sans rappeler que cette transformation n'est possible qu'à une seule condition, qu'à la condition de considérer que l'argent qu'on gagne dans l'entreprise n'est plus une fin en soi, mais bien un moyen d'entreprendre. On arrive un peu aux conclusions. Donc je pense aujourd'hui avoir démontré que l'entreprise régénérative n'était qu'un ensemble d'éléments de langage infondés. Et je finirai sur l'idée suivante, qui est importante, c'est que l'entreprise régénérative ne permettra jamais de dépasser la contradiction qui existe aujourd'hui entre l'écologie et l'économie extractiviste, entre l'amour du vivant et le besoin de produire encore et toujours plus. La critique dénonce souvent un concept, une idée, une notion, quand moi, là, j'ai rapporté des illustrations, des preuves et des exemples, de vrais exemples de citoyens, de collectivités, mais aussi d'entreprises, et j'aurais pu en citer d'autres, qui prouvent que l'entreprise à visée régénérative, elle est non seulement possible, mais elle est aussi réelle, elle existe déjà. Alors là, il y avait du lourd, il y avait un petit peu d'agressivité, et c'est normal que dans le débat, il y ait un peu d'agressivité, mais il y avait des arguments quand même qui étaient super forts. Merci beaucoup à tous les deux, évidemment vous restez là, et maintenant c'est à vous de nous donner votre point de vue, vos arguments, et on va faire circuler, il y a Chloé au milieu qui peut faire passer les micros, et donc n'hésitez pas à contribuer, on est là tous ensemble, on est sur ProDurable, on est tous des amis, et on va essayer de co-construire une réflexion sur... Clément, comment t'appelles-tu ? Clément, donc bonjour Thomas. Pour savoir d'où tu parles, est-ce que en 10 secondes, hein, ouais. Je parle du fond de la salle, et sinon je dirige la NEC Initiative, qui est une petite start-up. NEC, ça veut dire Net Environmental Contribution. C'est un indicateur d'évaluation de la performance environnementale des produits, services et activités sur le triptyque climat, biodiversité, ressources. Merci.
Moi, je me suis noté deux réflexions. Il en faut bien un premier pour participer à nourrir, à apporter une pierre à l'édifice du débat. Le premier, c'est que inscrire les entreprises dans une visée régénérative, si l'on veut réencapsuler notre système économique dans le respect des limites planétaires, ça semble finalement quelque chose qui est incontournable. Parce qu'il faut bien que, encore une fois, en respect des limites planétaires, non seulement qu'on ne se contente pas de réduire les impacts négatifs, mais que, ça a été expliqué, je ne vais pas paraphraser, mais qu'on arrive à recréer de l'impact positif. Il y a une notion derrière de nouveaux récits, de vision. On a besoin aussi, ça a été dit, de se donner une direction à suivre pour motiver, mettre en route un passage à l'action concret des entreprises. Moi, la crainte principale que je vois dans la notion, dans ce projet, cette vision d'entreprise à visée régénérative, c'est qu'elle soit presque trop ambitieuse, que ça aille trop loin, et que ça freine le passage à l'action. Hier, dans le grand cri du greenwashing, vous avez introduit par l'hymne des Jeux Olympiques. Donc, toi, si il me vient une comparaison avec le sport, il y a quelques entreprises, il y a Pocheco, mais sincèrement, et c'est super Pocheco, mais on parle toujours de Pocheco. Et ensuite, on va chercher des entreprises à visée régénérative. On va parler d'Expansiance, puis on va en citer 2 ou 3 autres, et on manque d'exemples. Donc, il y a quelques entreprises qui courent le marathon. 99% des entreprises sur le registre de la RSE en sont péniblement à courir le 50 mètres. Si on leur dit ce qu'il faut que vous fassiez, c'est d'aller courir le marathon, est-ce qu'on ne va pas tout simplement les décourager à se dire, de toute façon, j'y arriverai pas, c'est trop loin, c'est trop compliqué, donc moi, je vais me contenter du 50 ou du 100 mètres. Est-ce qu'il ne faut pas aussi accepter qu'en dehors de ProDurable, le commun des mortels des entreprises, ils n'en sont pas du tout à se poser la question de régénératif ou pas. Ils se disent, je veux d'abord être compliant d'un point de vue réglementaire, réduire mes impacts négatifs, ça sera bien, et le régénératif, c'est trop loin pour eux. Moi, j'ai peur du gap trop important qui puisse décourager le passage à l'action. Voilà. Super, merci beaucoup. Vous avez continué évidemment à contribuer. Il y a Agnès ici qui demande la parole. Ce que vient de dire Clément, c'est un vrai sujet, un vrai débat qu'on a en ce moment dans la communauté RSE. Il y a François Géman qui est intervenu en disant être neutre en carbone en 2050, en fait, c'est pas là une bonne idée. Non pas qu'il faille pas se décarboner, mais en fait, en 2050, tout le monde s'en fout. Évidemment que Patrick Pouyanné ne sera plus à la tête de Total Energy en 2050. Évidemment que le président de la République sera plus notre président de la République, etc. Et que 2050, en fait, neutre en carbone, c'est un objectif trop important. Et neutre en carbone, qui est une expression impropre, tout le monde le sait. Et 2050, c'est trop loin, donc on ne peut pas. Donc c'est un peu dans la lignée de ce que tu viens de dire. Agnès. Moi, je te Agnès rejoins. est fondatrice du cabinet des enjeux des hommes, il y a 22 ans, conseil RSE. Pour dire que la majorité des entreprises n'en sont pas là, mais moi je vois le même parallèle, justement, puisqu'on a démarré il y a 20 ans qu'avec la RSE. Quand on a commencé à parler de la RSE, tout le monde se disait, voilà, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et puis il va falloir à la fois aller sur le social, sur l'environnemental. Donc je trouve que c'est très important qu'il y ait des gens qui soient en avance de phase. J'étais ce matin à une réunion avec l'équipe de Lumia, que j'espère que vous connaissez, je vous invite à suivre leurs travaux, qui sont des chercheurs et qui essaient d'éclairer ce sujet. Et moi, j'étais assez frappée dans la conférence d'ouverture hier matin, je ne sais pas si c'était celle d'ouverture, mais d'entendre les gens de Goodwill Management, Fustech, qui dit quand même qu'en faisant de la RSE, aujourd'hui, on arrive à réduire nos impacts sur les limites planétaires que d'à peine 20%. Il y avait un gars de la BNP aussi à la conférence de Bartol hier qui expliquait qu'aujourd'hui, ils n'ont des informations fiables qu'à peu près à 15% sur la manière de flécher les investissements. Moi, je pense qu'on est tous convaincus que les échéances sont colossales, se rapprochent, et qu'on ne peut plus se contenter vraiment de faire des choses à petits pas. Et ce que je trouve intéressant avec le régénératif, c'est qu'il nous amène à vraiment penser différemment, comprendre l'ampleur des enjeux et y aller. Parce que si on perd du temps à faire des actions qui sont trop faibles, on ne va jamais arriver à contribuer à la hauteur de ce que les entreprises peuvent arriver à faire. Et je terminerai juste là-dessus. Il y a une étude de Price auprès de 1000 CEO chaque année qui démontre que plus de la moitié d'entre eux aujourd'hui se disent que leur business sera mort dans 10 ans.
Donc notre devoir, c'est aussi d'accompagner les entreprises pour leur montrer qu'il faut aujourd'hui vraiment prendre conscience des vulnérabilités. Julie, tu disais tout à l'heure, les entreprises sont plutôt conscientes de... Moi, je ne suis pas sûre du tout. Attends, le micro a bugué. On a l'impression que tu avais pris un shot d'hélium. Bah ouais. Ouais. Bonjour, je m'appelle... Non, mais tu disais tout à l'heure, les entreprises sont assez conscientes de leur vulnérabilité et tout. Moi, je ne crois pas du tout. Je crois qu'il y a énormément de chefs d'entreprise qui n'ont pas les idées très claires sur leur complexité d'approvisionnement à terme, etc. Donc, moi, c'est ça que je trouve très intéressant dans le régénératif. Même si la marche est haute à monter, elle l'est pour tout le monde. Nous aussi, côté consulting, on a suivi la CEC. Tu pourras peut-être expliquer ce qu'est la CEC, d'ailleurs, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde connaisse. Voilà. Et donc, il faut y aller, il faut s'emparer de ces modèles-là, quoi. Merci Agnès. Il y a plein de gens qui réagissent, c'est super cool. J'en profite. Avant que tu prennes la parole, et donc toujours le prénom et la boîte, ou en tout cas le projet. Petite parenthèse, la CEC, donc la Convention des entreprises pour le climat, c'est inspiré de la CCC qu'avait fait Macron avec des citoyens. Donc on forme les gens, et sur 6 modules de 2 jours, on va leur demander, avec une courbe du changement, parce que les 2 premiers jours, en fait, tu chiales, et petit à petit, tu apprends et tu trouves des solutions, etc. Même des gens qui bossent depuis 15 ans sur les sujets RSE. Moi, j'ai rencontré des hydrologues, des gens passionnants qui m'ont bien mis les poils, comme on dit. Et donc, petit à petit, on travaille sur une feuille de route à visée régénérative pour que chaque entreprise qui a travaillé sur cette CEC puisse avoir sa feuille de route. 2000 entreprises ont commencé ou fini la CEC. Donc, c'est quelque chose de massif. Au départ, c'était un truc un peu généraliste, CEC national, avec plein d'entreprises de tous les secteurs qui l'ont fait. Et petit à petit, ça a été régional. Donc, par exemple, en Nouvelle-Aquitaine, il y a une 2e version. En Nord-Pas-de-Calais aussi. Toulouse, toujours pas. S'il y a des Toulousains et des Montpelliérains, Occitanie, ça n'a pas été lancé. Il faut se dépêcher, les amis. Et après, il y a eu des CEC thématiques. Et donc, Agnès avait lancé la première, celle du consulting, avec Bain. Donc, il y avait des cabinets natifs, mais aussi des cabinets généralistes. CEC Finance, Agri-Agro, et donc nous on est dans la CEC des nouveaux imaginaires, donc avec que des gens qui produisent du contenu, de la culture, des histoires, Netflix, TF1, M6, My Little Paris, c'est les agences de pub. Voilà. Et donc on va travailler sur notre feuille de route à visée régénérative, comme ça tout le monde connaît la CEC. Mademoiselle. Bonjour, je m'appelle Marine, je suis coach. On peut mettre beaucoup de choses là-dedans. En fait, le point commun que je vois dans toutes ces histoires, c'est qu'il y a eu à un moment donné un leader. C'était un maire, c'était un citoyen, c'était un chef d'entreprise. Donc ça part toujours... On parle beaucoup d'entreprise et de système et de feuilles de route, etc. Mais j'ai l'impression que ça part toujours d'un homme avec une vision ou un collectif avec une vision. Mais il y a toujours un leader derrière. Comment est-ce qu'on construit ou qu'on permet... beaucoup plus de gens là, comme ça. Ouais, c'est ça ma question. Il faut les chercher partout. Un homme ou une femme, évidemment. Parce que mais il y a une transformation. Nous, on voit bien, il y a une prise de quand une femme devient DG de la boîte, le sujet RSE, il remonte sur le haut de la pile et est de plus en plus important. Donc, c'est petite parenthèse. Évidemment, heureusement, ce sont les hommes et les femmes. Mais je suis d'accord. Est-ce que l'Assemblée veut réagir par rapport à ce point-là ou apporter une autre réflexion ? Monsieur, vous avez demandé la parole il y a quelques minutes. Bonjour, donc moi je suis Hervé Achache, je suis le directeur de l'innovation et de la stratégie de Domanis, c'est un bailleur social, et on a participé à la Convention des entreprises pour le climat, donc sur la région Bourgogne-Franche-Comté, donc sur la première session. Et l'éclairage que je pouvais apporter par rapport à la question de monsieur tout à l'heure, est-ce qu'on est trop ambitieux ? Forcément, on l'est par nature. Dans la CEC, il y a ce côté feuille de route avec des livrables. C'est un objectif et une vision à 2030. Donc, on est forcément ambitieux. Après, quand vous prenez conscience de ce qu'Arthur Keller décrit dans ses approches un peu systémiques, de dire que dans un monde en effondrement, il n'y a pas de part de marché, que si on laisse ces limites planétaires se dégrader encore et encore, il n'y aura plus de toute façon de débouchés économiques pour n'importe laquelle des entreprises. On arrive assez facilement à donner du sens à nos stratégies. Et forcément, il y a une question d'ambition. Moi, derrière l'ambition, il y a aussi, je pense, une question importante des financements.
de toutes ces transformations qu'on doit apporter à nos entreprises. Parce que si on prend l'exemple d'entreprises qui sont extrêmement engagées comme Mustela, qui va aujourd'hui accepter de ne plus vendre de lingettes, ça veut dire qu'ils font une croix sur 20 à 30% de leur chiffre d'affaires. Donc il faut réussir à embarquer sa gouvernance, donc il faut réussir à trouver d'autres modèles économiques et de financement. Mais si on estime que c'est la bonne direction et que cette ambition, elle peut être soutenue, on a la possibilité de le faire et c'est un formidable levier pour embarquer toutes ces parties prenantes qui sont des composantes essentielles de la RSE, que ce soit en interne ou en externe. Merci beaucoup. Mustela qui était dans la première, on a parlé tout à l'heure d'Expansions comme entreprise régénérative, c'est la même. Et Mustela précise toujours, 22% du chiffre d'affaires de Mustela France, ce sont les lingettes, ils y renoncent en 2027, c'est 4% du chiffre d'affaires mondial de Expansions. Donc le renoncement, qui est un peu le nouveau truc qui prouve à tout le monde que tu es passé un cap et que tu es dans cette démarche de régénératif, par exemple, en tout cas de réelle ambition, il redonne bien ces chiffres-là à chaque fois pour dire, OK, 22% de la France, mais au niveau mondial, c'est moins important. Il y a plein de personnes qui veulent contribuer. J'ai une question. Je connais très bien l'agence. Ouais. Bonjour. Ouais. Comme dans tout débat, on a d'un côté quelqu'un qui a un plan, une vision. On peut aller dans une direction qui donne, on va dire, un cap, un élan aux choses. Et quelqu'un en face, entre guillemets, joue le jeu du débat, qui casse tous les arguments les uns après les autres. Donc on a très bien compris, c'est Simon, je crois. Ouais, c'est ça. À quoi tu ne crois pas, mais du coup, quelle est ta proposition, en quoi tu crois? Donc on a d'un côté Julie qui nous propose un nouveau récit qu'on pourra améliorer, on va dire, dans le temps. Mais quelle est ton alternative à toi pour savoir si finalement on a plus envie de suivre Julie ou toi? Voilà. Clairement, déjà, la salle n'était pas acquise à ma cause quand j'ai vu les chiffres en venant. Mais oui, ma posture aujourd'hui, c'est de critiquer en fait un chemin erroné. Et ça peut être dangereux en fait. Donc au-delà, moi, de proposer quelque chose, je suis aussi là pour dire que ce chemin-là peut mener à encore plus de destruction, à encore plus de problèmes. Ben, Là, je n'en propose pas. Ouais, mais après, l'alternative, c'est la RSE petit pas. En fait, on se rappelle tous du jour où Nicolas Hulot a démissionné, qui a dit moi, j'en ai marre des petits pas et c'est pas la solution. Voilà, il y a des gens qui sont dans la radicalité. Et c'est un mot que Julie a utilisé 2 fois dans son intervention. Remember, et je crois que tu étais là en plus, il y a 2 ans, notre conférence qui était peut-on encore ne pas être radical aujourd'hui, voilà, où on parlait justement de renoncement. Donc voilà, c'est la question de toute façon qu'on se pose tous les jours depuis qu'on a décidé de bosser dans la RSE. Est-ce que j'accepte et je tolère cette stratégie des petits pas, ou est-ce que je la refuse et je vais être beaucoup plus ambitieux? C'est un peu la question qu'on pose encore. Il y a plein de gens qui veulent prendre la parole. Merci beaucoup à tous de votre contribution au milieu. Est-ce qu'on peut passer le micro à mademoiselle? Bonjour. Moi, je m'interroge sur un point, peut-être pour initier ou donner une impulsion à plus d'entreprises génératives. Ce serait peut-être un cadre plus contraint de réglementaire. Simplement que, on sait, le trou dans la raquette de l'économie, c'est les externalités négatives qui ne sont jamais prises en compte et qui sont plutôt endossées par la collectivité publique, quoi. Le simple revenir peut-être au principe du pollueur-payeur pourrait peut-être émettre une manne financière qui pourrait être réinjectée dans des réorganisations d'entreprises vers du régénératif. Et je me demandais si vous avez eu vent d'écho de ce qui était dans les réflexions des politiques publiques en ce sens. Ouais, merci beaucoup pour cette question. Alors, il y a une norme ISO qui est en préparation, je crois, sur le régène. Et... Non, et après, on entend clairement de plus en plus souvent dans les médias et un peu partout que globalement, plus tu es climaticide, plus tu fais du pognon et plus tu as des gros dividendes. Donc voilà, on sait bien qu'aujourd'hui, tous ceux qui utilisent et qui vont chercher des matières premières gratuites, que ce soit fossiles ou de l'eau ou à peu près tout ce qu'on veut, de l'aluminium, enfin de la bauxite, etc. Tout ça, c'est gratos et ça permet, parce que j'ai quelque chose de gratuit,
ensuite de gagner beaucoup d'argent parce que j'utilise des matières premières qui sont nécessaires au jeu de la société et que je n'ai pas payé. Donc, globalement, plus je suis climaticide, plus j'ai de la chance de gagner de l'argent. En rebond de ce que tu dis, moi je trouve que le jour où la taxe carbone existe vraiment, qu'on la paye le bon prix, moi je me souviens que j'avais entendu Fabrice Bonifay dire que c'était tout le bénéfice du groupe Bouygues qui disparaissait. Ça calme un peu. Ouais. Quoi. Et il y a une boîte qui s'appelle Axilia, je crois, ouais. qui score toutes les entreprises, notamment du CAC 40, et qui montre que, je vais mal le dire, mais que si elles payaient vraiment le carbone au bon prix, elles sortiraient quasiment toutes du classement du CAC. Voilà. Allez voir ces travaux AXYLIA, c'est passionnant. C'est un travail qui a déjà quelques années et qui est fait sur le CAC et le SBF 120. Et globalement, quelle est la valeur de l'entreprise? Mais on peut faire ça au niveau mondial. Hein. Quelle est la valeur de l'entreprise si on met une taxe carbone? Et évidemment, tout se casse la gueule. Et évidemment, des BNP Paribas ou des Total Energy s'effondrent et sont en grave déficit. Voilà, et donc un des sujets du Régène, c'est peut-être comment à partir, et c'est intéressant, on ne pensait pas que ce débat allait glisser vers de la comptabilité à triple capital, ESG, etc. Mais en fait, on a besoin de métriques, et c'est d'ailleurs intéressant que ce soit Clément qui soit intervenu au départ, parce que lui, il travaille vraiment sur ces chiffres très précis, mais on voit bien qu'en fait, on a besoin de comptabilité, et peut-être que la définition de l'entreprise régénérative, c'est une entreprise à qui on mettrait une taxe carbone et qui serait encore taxe carbone et qui paierait ses ressources. Autre débat, hier, il y a maintenant une émission qui s'appelle Planète Livre, où il y a 4 bouquins, 2 animatrices et tout. Et il y avait France Go, qui a écrit un livre qui s'appelle La nature au travail. Et donc, comment faire intégrer le capital biodive, naturel. Est-ce qu'une rivière ne devrait pas être actionnaire? Est-ce que la Seine ne devrait pas être actionnaire d'une certaine partie des vedettes, les fameuses vedettes? Maintenant, c'est aussi une des entreprises Regen parce qu'ils ont rétrofité en rajoutant 11 tonnes de batteries les péniches. Pendant la cérémonie des JO, il y a eu des péniches électriques. Voilà. Donc, il y a peut-être une réflexion comme ça. Moi, il y a une réflexion que j'ai entendue pendant ce salon sur l'entreprise régénérative que je trouvais hyper simple et qui est vachement bien. C'est une entreprise qui est dans le donut et qui amène d'autres entreprises dans le donut. Voilà. C'est-à-dire, je réponds aux limites et je réponds au plafond, enfin au plancher social, et j'amène du monde avec moi. Et alors, est-ce que c'est 10% de mes clients et de mes fournisseurs tous les ans que je ramène dans ce donut? Ça dépend évidemment de tous les secteurs, etc. Une agence de com qui bosse avec que des grandes boîtes, je ne suis pas sûr qu'on puisse amener nos clients dans le donut tout de suite. Mais peut-être qu'une grande entreprise qui veut être régénérative peut amener plus facilement plus d'entreprises. Il y avait d'autres prises de parole ici. Et après, je veux absolument cette dame, parce que comme elle était entre les deux chaises, il faut vite qu'elle s'assoie d'un côté ou de l'autre. Oui, bonjour, Mathilde Huot de Pure, anciennement Pure Projet. Donc moi, j'ai trouvé le sujet très intéressant et très pertinent avec votre conférence d'hier sur comment, à partir de crises de communication type greenwashing, l'innovation peut naître. Et je pense qu'on est vraiment à ce moment-là de... aujourd'hui, on parle de régénération, mais je pense que c'est plus pertinent de parler de résilience de par la dépendance aux écosystèmes naturels, et vraiment pour arriver à faire comprendre et faire naître des récits qui mettent en valeur cette résilience. Parce que pareil, je trouve que le mot régénératif est problématique de par tout ce que vous avez dit. Donc voilà, inventons des nouveaux mots, pourquoi pas, mais qui parlent aussi côté durabilité financière comme durabilité impact écosystème. Donc voilà, c'était juste... Merci beaucoup. À la fin de la conférence d'hier, qui était sur est-ce que ce sont les grands récits qui participent à l'innovation? Est-ce que c'est l'innovation qui crée des grands récits? On a aussi challengé le mot d'innovation. Heureusement, on a fait une troisième conférence. C'était hier à 17h. C'était le grand quiz du greenwashing sur un ton totalement débile et humoristique, mais tout le monde s'est beaucoup marré. Et j'ai parlé des nouveaux mots. Il y a un bouquin qui s'appelle Les nouveaux mots de la transition. Et donc, clairement, il faut créer des nouveaux mots et on en a besoin. Donc, on va réinventer le mot innovation et le mot de régénération. Encore une dernière question où, en fait, vous posez vos deux questions. On essaie de réagir. Vous voulez réagir toujours ou pas? Oui.
Ouais. Donc, moi, alors, vous restez à gauche ou vous passez à droite? Alors, je vais me présenter pour dire que je ne me positionnerai toujours pas. Je suis Karine Gingros, je travaille à la métropole nantaise et je m'occupe de la plateforme RSE de la métropole nantaise depuis quasiment 10 ans, même 15 ans. Avec ce qu'on vient de se dire, finalement, je vais faire très vite parce que voilà, pour laisser la place aux autres. Peut-être dire que j'ai bien aimé l'intervention tout des débuts parce qu'effectivement, je rejoignais au départ. C'est pour ça que j'étais un peu plus là. Mais si mon DGA m'entendait, on rentre dans la CEC Ouest dans quelques jours. Super, dans le parcours. Donc, évidemment qu'on est aux côtés de ceux qui sont, et c'est là où je voulais en venir, sur l'avant du train. C'est-à-dire que moi, j'ai un tissu éco sur le territoire nantais de 90% de TPE-PME. Donc, et aujourd'hui, au quotidien, on travaille la notion de transition, de responsabilité sociétale par la politique et petit pas RSE, parce qu'on ne peut pas faire autrement quand on est avec des entreprises qui actuellement ont des difficultés pour rembourser le PGE et compagnie. Pour autant, le principe de notre métropole, c'est d'être avec les avant-gardistes, donc c'est ce qu'on fait depuis des années, et on est passé par tout ce que vous avez dit en introduction, un pacte positif, etc. Donc la première chose qu'on a fait, nous, c'est de remettre un petit peu un cadre pour vulgariser, expliquer en fait tous ces concepts, pour que nos développeurs éco, pour que nos élus soient à l'aise avec ces questions-là, et qu'une économie régénérative ne vienne pas finalement effacer la RSE, parce que j'ai eu ça pendant 2-3 ans, là, voilà, et dire, mais finalement, on va tous vers un cap commun. Je crois que j'ai rejoint tout ce qui a été dit des deux côtés. Je pense qu'aujourd'hui, le monde agricole est quand même beaucoup plus adéquat sur le vivant. Donc nous, on travaille plus avec des entreprises de l'agroalimentaire sur ces questions-là. Voilà, c'était juste pour dire que je ne peux pas prendre parti parce qu'en fait, même si je vais quand même plus sur l'économie régénérative, tout autant, c'est plutôt de dire que la seule chose que la métropole aujourd'hui, ça rejoint ce que disait Madame sur les politiques publiques, c'est que moi aujourd'hui, je mets en face, on fait dialoguer les entreprises du territoire sur l'eau, sur la biodiversité, sur les choses qui sont au quotidien, sur lesquelles on est sur des ressources partagées. Et en fait, ce dialogue et cette mise en œuvre d'offres de solutions sur le territoire, c'est ça qu'on produit et qu'on souhaite développer. Voilà, donc je ne vais pas plus loin. Merci beaucoup. Une intervention de 30 secondes, 1 minute. Mais je constate, Madame, que vous êtes assise à gauche et à Nantes, je ne pense pas que c'est par hasard. Voilà. Évidemment, je le dis avec beaucoup d'affection. Alors, moi, je me présente. J'ai vu quelqu'un de droite hier, je ne sais pas si vous avez vu, il y a une personne de droite qui était à Port-Durable. Non, je fais des blagues, ça ne marche pas. Ça ne marche pas à chaque fois, notamment quand je parle politique, ça ne marche pas. Ouais, c'est ça. Ça met tout de suite un froid à la politique, je ne sais pas pourquoi. C'est fait exprès. Donc, je me présente, Isabelle Cana, j'ai créé les Ailes de Venise. Alors, moi, j'emmène des entreprises en séminaire en Italie. Et on leur propose justement, dans le cadre du séminaire, de se régénérer en quelque sorte en offrant du matériel aux associations locales. L'idée, c'est ça, c'est que même quand on se déplace, on a un impact local positif sur le lieu de son déplacement. Je voulais juste répondre à Clément, je crois. C'est qu'en gros, quand il dit que les entreprises sont peut-être trop ambitieuses, qu'il n'y aura que certaines qui vont être leaders et que ça ne suffira pas, je dirais, si tu n'as pas envie de rêver, pourquoi empêcher les autres de rêver? C'est un peu la chose. Et pour synthétiser, est-ce que c'est un coup de com'? Est-ce que c'est un coup de génie? Je dirais c'est avant tout un coup d'opportunité que certains pourront saisir et pas d'autres. Et voilà, ça peut faire voilà, une conclusion. Merci. Et juste une dernière chose, quitte à régénérer l'économie, régénérons les modèles. Et je remarque que c'est une jeune fille jolie qui a porté le message positif. Jeune fille. Vous savez, ça fait 10 ans qu'on bosse ensemble. Oui, c'est la première fois qu'elle prend la parole. Non, mais en fait, elle fait très très jeune. Elle a commencé à 10 ans, c'est ça? Non, elle fait très jeune. Voilà. Mais et c'est la première fois que je la pousse à prendre la parole sur un produit durable. Donc en fait, le véritable exploit de ce salon, c'est pas les 17 000 visiteurs, c'est Julie qui a pris la parole, je vous le dis. Bon, en tout cas. Voilà. Moi, pour conclure, en fait, je vais vous apporter juste mon regard. Il y a des chercheurs en psychologie sociale à Maastricht qui ont sorti une étude que je trouve très intéressante, qu'on appelle l'asymétrie dans l'anticipation. Et en fait, l'asymétrie dans l'anticipation, c'est... En fait, on a envie de positif. On a marre des mauvaises nouvelles. C'est aussi pour ça que le quiz hier soir a marché après une journée de CSRD. En fait, on a envie de s'amuser. On a envie de kiffer un petit peu. Et l'avantage de l'entreprise à visée régénérative, c'est qu'elle nous raconte quelque chose de positif. On a bien vu... Alors, Simon disait qu'on ne parle plus de sobriété 3 ans après le discours de Borne et nos conférences. Je ne suis pas totalement d'accord. C'est vrai que le mot de sobriété, typiquement, les actionnaires ne l'aiment pas. Christopher Guérin, le patron de Nexans, dit il ne parle pas de sobriété et pourtant il a divisé son nombre de clients par 3. Il a divisé par 3, 13 000 à 4 000.
Il parle de rationalisation, il parle d'optimisation, etc. Voilà, il nous faut des choses positives dans cette transition. On revient sur la sémantique. Et donc, le désir de connaître des résultats positifs est plus fort que le désir de retarder ou d'éviter des résultats négatifs. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles on va continuer à vous parler de l'entreprise régénérative et on va tous essayer de construire quelque chose de positif, même si, finalement, évidemment, il faut réduire le négatif, mais continuons à construire du positif. Merci beaucoup. Évidemment, on est présent sur notre stand. Merci à tous les fidèles. On a décidé dès le départ, il y a une douzaine d'années, quand on a commencé à être exposant sur l'agence, enfin sur ProDurable, de ne pas faire des conférences commerciales où on va vous présenter des cas avec un client et les 10 règles d'or de la com responsable. On a décidé de faire des conférences par rapport à des signaux faibles qu'on a identifiés, par rapport à un niveau de réflexion qu'on est capable d'avoir dans des agences, parce qu'il y a des gens brillants comme Simon qui a 25 000 diplômes de philo, de je sais pas quoi, et Julie qui a fait un diplôme à Polytechnique il y a 2 ans. Donc j'ai la chance d'avoir des gens hyper intéressants autour de nous, hyper intelligents. Merci beaucoup à tous les fidèles qui viennent chaque année à nos conférences. Merci de venir à ProDurable et qu'il faut continuer à soutenir parce que c'est notre événement à tous. On a fait la fête hier soir avec le Burger Quiz du greenwashing. Voilà, il faut qu'on continue à propager cette bonne parole. Moi, je me bats chaque année, j'offre des invitations à la terre entière pour qu'il y ait de plus en plus de monde. On était 12 000 l'an dernier, on va être 17 000 cette année. Il faut qu'on batte évidemment 20 000 l'an prochain. Il y aura peut-être un 3e étage. J'ai été le premier à dire qu'il fallait un 2e étage. Donc voilà, continuons. On ne va pas se voir peut-être pour certains pendant 364 jours. Donc on se revoit évidemment l'an prochain. Mais pendant ces 364 jours, continuons à faire des petits pas et des grands pas, à être ambitieux et à être raisonnable. En tout cas, à se régénérer entre nous et à être solidaires aussi entre nous, parce que le régénérer, c'est aussi beaucoup de la solidarité. Et il n'y a pas le nouveau logo de l'agence à la fin, vous le voyez ici. Le logo de l'agence a changé hier ou avant-hier. Il y a un cœur. C'est parce que l'avenir de la communication, c'est de passer d'une société de biens à une société de liens. C'est de nouvelles histoires qu'on va raconter, c'est de l'amour plus que de la propriété. Donc vous avez le droit de ne pas être sobre dans l'amour. Merci beaucoup, très bonne journée.